intervention, Monsieur le Président. Tout d'abord, nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir en ce palais d'Iéna qui vous est familier. Parmi nous, vous êtes comme chez vous, car comme nous, vous êtes un chef d'entreprise. Nous ne pouvions espérer meilleur expert de la chose sociale pour être le grand témoin de notre table ronde, parce que cette chose sociale, vous l'avez vécue sous différents angles. Tout d'abord en qualité de conseiller des princes, conseiller de plusieurs présidents de la République ou premiers ministres, dont certains sont d'ailleurs, peut-être ont-ils suivi les conseils que vous leur avez prodigués, devenus présidents de la République. En tant que maître à penser aussi et conseiller de nombreux chefs d'entreprise, en tant qu'observateur et commentateur souvent sollicité et avisé sur l'actualité sociale. Et j'y faisais allusion en tant que créateur d'entreprise et patron d'un très florissant cabinet de conseil. Tout ceci fait de vous, depuis de nombreuses années, une personnalité centrale dans le paysage social de la France, mais aussi une personnalité qui, dans l'ombre, vous avez à plusieurs reprises refusé des portefeuilles ministériels qui vous étaient proposés, a largement contribué en étant à l'origine de nombreuses réformes et en refondant, de fait, le paysage social français. Vous l'avez compris de nos débats, la question sociale demeure en matière d'attractivité notre talon d'Achille. Nous avons parlé du manque de flexibilité, de la surpénalisation du droit du travail, de la multiplicité et de la lourdeur du contrat de travail, du coût du travail qui est parfois encore dissuasif, et à quoi s'ajoute une image sociale qui est parfois peu flatteuse et qui sont pour nous de lourds handicaps. De tout cela, nous venons de débattre, et si nous avons salué quelques avancées qui sont notoires et que l'on a vues ce matin dans l'amélioration du barème d'EY, nous avons le sentiment que nous sommes encore loin du compte. Les réformes engagées, selon nous, ne vont pas assez loin, et il existe encore trop de tabous. Je voudrais parler notamment du SMIC, des 35 heures, du contrat unique, auquel nous avons le sentiment, ne serait-ce qu'au nom de l'emploi, qu'il faudrait s'attaquer avec audace et courage. Les recommandations que nous avons formulées au travers de notre table ronde sont les suivantes. Repenser le contrat de travail, notamment dans une logique d'ouverture vers les outsiders, plutôt que vers la sécurisation des insiders, ceux qui ont déjà aujourd'hui un travail. De faire de l'entreprise le lieu privilégié du dialogue social, de façon à mieux épouser les contextes locaux et les problématiques locales de l'entreprise. D'aller plus loin dans la simplification des mécanismes de consultation et de dialogue au sein de l'entreprise. Et de poursuivre l'action engagée en matière de coût du travail. Et enfin, sujet qui a été évoqué également ce matin, d'adapter le droit du travail aux très belles opportunités qu'apporte l'ouverture à la nouvelle économie. Nous aimerions savoir de vous, Monsieur le Président, si nous pouvons espérer. Je vous laisse la parole. Cher Christophe Catoire, merci de vos quelques mots d'accueil. L'enquête que vous avez publiée ce matin, vous avez rendue publique ce matin, montre l'importance des sujets du droit du travail pour l'attractivité. Et il est évident que quand des groupes mondiaux, non français ou français d'ailleurs, prennent des décisions d'implantation ou de développement, ils considèrent les facilités ou les difficultés, surtout les difficultés d'ailleurs, que peut leur occasionner le droit du travail. Ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, c'est que notre situation de l'emploi, ceci est la conséquence du premier, en France n'est pas extrêmement brillante, pour ne pas employer d'autres vocables. Que constatons-nous ? Nous constatons que nous avons un taux de chômage qui est dans la moyenne de l'Union européenne. On va dire, ce n'est pas si mal que ça. Oui, mais nous constatons que depuis 20 ans, vous revenez en arrière sur 20 ans, vous voyez que, sauf au début de l'année 2008, pour des raisons circonstancielles, jamais le taux de chômage n'a été au-dessous de 8%, ce qui est un cas très rare chez les pays développés.
Deuxièmement, nous constatons que depuis quelque temps, les pays de l'Europe du Sud, qui avaient des taux de chômage, et qui les ont toujours d'ailleurs, mais moins très mauvais, sont dans un mouvement positif, alors que nous ne sommes pas dans un mouvement positif. Et nous constatons enfin que des pays proches de nous, comme le Royaume-Uni ou comme l'Allemagne, ont des taux de chômage, pour ne pas parler des États-Unis, incomparablement meilleurs. Et enfin, et vous l'avez évoqué, au cours de la table ronde, on voit très bien qu'on a un marché du travail dual. La part des CDI n'a pas changé depuis 15 ans, contrairement à ce qu'on dit souvent. Elle n'a pas changé. Elle est toujours de 87% de l'emploi total. Elle n'a pas bougé. Mais en revanche, les contrats, dits contrats courts, sont de plus en plus courts, et donc il y a de plus en plus de recrutement en CDD. Et pour dire les choses autrement, il y a au fond deux générations. Il y a une génération installée qui est à l'abri des lois, relatif, mais à l'abri des lois. Et il y a une génération qui veut s'installer, qui au fond subit les conséquences de cette rigidité. Alors vous avez formulé un certain nombre de propositions, et si vous me permettez, d'ailleurs vous me le permettez puisque c'est ce que vous m'avez demandé, je vais essayer de réagir. D'abord avec quelques remarques liminaires. J'avance là-dessus sur la pointe des pieds pour ne pas me faire d'ennemis, j'en ai déjà suffisamment. C'est que le lien entre la flexibilité et la non-flexibilité et le niveau de l'emploi dans un pays n'est pas aussi évident qu'on le dit parfois. Il y a même des économistes, je ne citerai pas de nom, qui vous expliquent qu'en réalité, il n'y a pas de lien aussi évident que ça de causalité. Le Conseil d'orientation pour l'emploi, il y a à peu près 10 jours, a sorti une étude, je vous encourage à lire, tout à fait remarquable, sur les effets des politiques de flexibilité dans toute l'Europe, sauf la France qui n'est pas étudiée dans cette étude. Et on voit très bien que les pays de l'Europe du Sud, notamment l'Italie et l'Espagne, ont pris des mesures, qu'il y a des améliorations de la situation de ces pays, mais qu'on ne peut pas démontrer que l'amélioration de la situation de ces pays est due aux mesures qui ont été prises. Première remarque. Deuxième remarque que je voulais faire. Par métier, vous l'avez dit, je suis aussi un consultant, je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise, dont un certain nombre de chefs d'entreprise non français. Et au fond, qu'est-ce qu'ils reprochent à notre droit du travail? Ils lui reprochent de ne pas être simple. Il a été conçu par une armée masquée de consultants qui a poussé les législateurs et le gouvernement à en faire ce qu'il est. Donc, il est extrêmement complexe, d'où un désir de simplification. Deuxièmement, et ça a été évoqué au cours de la table ronde, il change tout le temps. Et pour deux raisons. La première, c'est que nous sommes dans un temps, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, dans lequel les politiques, depuis déjà un certain temps, pour montrer qu'ils existent et qu'ils gouvernent, annoncent des mesures. Et, jusqu'à un certain degré, sont obligés, les ayant annoncées, de les appliquer. Et donc, on entasse mesure sur mesure. De là, le phénomène de l'instabilité constante. Ajoutons à cela, et ça a été dit au cours de la table ronde, que nous avons la jurisprudence. Il faut savoir qu'en droit du travail français, la part des constructions jurisprudentielles est considérable. La Cour de cassation a construit des cathédrales à partir de notre droit du travail. Je crois qu'un des membres de la table ronde a mentionné par exemple que sur les 12 conventions de branches relatives au forfait cadre, il y en a 10 qui ont été annulées par la Cour de cassation. C'est quand même, alors c'est contraire totalement, ces décisions, manifestement, à l'esprit de la loi. Autre point que je voulais également dire, c'est que on voit très bien qu'il y a deux sujets. Il y a la complexité du droit du travail, telle qu'elle est,
en elle-même, et il y a la perception qu'en ont les acteurs. Et je pense qu'ils ont une surperception des difficultés du droit du travail en France. Justement, parce qu'à la fois la non-flexibilité, qu'il y a le changement perpétuel et qu'il y a la non-flexibilité. Autre point que je voulais dire, dans toutes les propositions de réforme du droit du travail, il y a deux axes. Il y a un premier axe qui est la simplification. Notre Premier ministre a dit l'autre jour, à propos de la réforme du droit du travail, il faut la faire à droit constant. Compliqué de faire une réforme à droit constant. Et puis il y a ceux qui veulent aller plus loin que la simplification, qui veulent en réalité modifier les régimes de contraintes qui sont dans le droit du travail. Et on mélange avec allégresse les deux sujets, alors que ce ne sont pas du tout les mêmes politiques, selon qu'on a la première politique ou que l'on a la seconde politique. Je voudrais en venir à quelques-unes de vos propositions, sans entrer dans les détails, parce que l'heure passe, mais pour vous dire les principales réactions. Je vais commencer par le contrat de travail et par répondre à la question que posait Christophe Barbier il y a un instant sur le contrat unique. Je ne crois pas au contrat unique. Premièrement, parce que je ne sais pas ce que c'est. Le jour où on me le montrera sur pattes, à savoir quelles sont les règles exactes du contrat unique, je dirai peut-être. Là, je ne le sais pas. Deuxièmement, je considère qu'aucun pays au monde n'a le régime du contrat unique, ce qui quand même a un sens particulier. Et que, par exemple, on cite l'exemple de l'Italie qui a mis en place un contrat unique, mais l'Italie, avec ce talent qui la caractérise, a multiplié les possibilités de recours au CDD, ce qui n'est pas exactement le système du contrat unique. Et puis, surtout, si vous me permettez un conseil amical à nous tous, chefs d'entreprise, si on lance un chantier sur le contrat unique, je crains qu'il ressemble beaucoup plus au CDI actuel qu'il ne ressemble au CDD. Et par conséquent, je ne suis pas certain que les entreprises soient gagnantes dans une telle entreprise. Alors, le contrat de travail, c'est central, le contrat de travail. C'est ce qui unit l'entreprise et le salarié. C'est une grande partie de la vie de l'entreprise et c'est une grande partie de la vie des salariés. Bon, alors, que faire sur le contrat de travail? Alors, c'est très simple. Nous sommes entre nous, en 5 minutes, nous avons réglé le sujet. Comment faire pour donner plus de souplesse au contrat de travail? Premièrement, la période d'essai. L'Espagne, elle est de 1 an, la période d'essai, qui empêcherait après tout d'allonger la période d'essai, ce qui donnerait plus de flexibilité et sans doute plus de chances aux jeunes pour rentrer dans une entreprise et pour être testés. Ça, c'est le premier point, la période d'essai. Vous avez, deuxièmement, les conditions du licenciement, qui aujourd'hui sont soumises naturellement à la jurisprudence. Pourquoi ne pas dire dans le contrat les conditions qui, si elles étaient réunies, amèneraient à un licenciement? Et puis, troisièmement, mais ça a été évoqué tout à l'heure, de mieux barémer, si j'ose dire, les indemnités de rupture pour que les entreprises sachent exactement à quoi s'en tenir. Voilà sur le sujet du contrat de travail. Vous avez évoqué le sujet de la négociation d'entreprise, et notamment l'idée de rapprocher la négociation de l'entreprise et surtout de transférer de la loi à la négociation de branches et d'entreprises un certain nombre de sujets. L'idée est admirable et excellente et j'y adhère, car au fond, donner plus de place à la négociation et moins de place à la loi, c'est meilleur pour les entreprises, les salariés et la flexibilité. Deuxièmement, c'est quand même le bon sens de définir des règles correspondant à des entreprises et à des salariés au plus près de ces entreprises et de ces salariés. Alors, vous savez qu'il y a un vaste chantier qui a été entrepris à la suite du rapport de Jean-Denis Combrexel, qui dit en substance aujourd'hui que
D'abord, on crée une commission, ce qui montre l'importance de la réforme, donc sous la houlette de Robert Badinter. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut définir ce qui reste d'ordre public, c'est-à-dire ce à quoi on ne peut pas toucher sur le plan national. Je rappelle que le gouvernement a dit qu'il ne faut pas toucher le contrat de travail, ce qui est quand même une énorme partie du sujet, la durée du travail, c'est quand même une autre partie du sujet, ni, ce qui est plus compréhensible, le SMIC, ce qui vide l'exercice. Bon courage à M. Badinter d'une grande partie de sa vertu. Donc, on définit l'ordre public. Moi, je vais vous dire, d'ailleurs, entre parenthèses, ce que je pense que devrait être l'ordre public. L'ordre public devrait se limiter aux règles du BIT et aux directives européennes qui s'appliquent à la France, qui sont déjà des règles, d'abord, qui sont pour les directives européennes communes à l'Europe, elles ont ce mérite, et pour les règles de l'OIT, à la condition que la France ratifie tout. Nous sommes, avec les pays d'Afrique noire, le pays qui ratifions le plus les conventions de l'OIT, alors que la plupart des autres pays européens le font avec plus de savoir. Donc de limiter l'ordre public à l'ordre public international tel qu'il s'applique à nous. Et tout le reste peut être négocié, soit au niveau de la branche, soit au niveau de l'ordre public. Je dis bien tout le reste, y compris le contrat de travail, la durée de travail et ce que je mentionnais tout à l'heure. Alors, ce dispositif, quels sont ses risques? C'est qu'il soit long, puisque je vous rappelle que le processus est pour 2 ans de travaux sur l'ordre public, etc. Bon, c'est long, 2 ans, c'est très long, 2 ans. Pour les entreprises et l'économie, c'est très long. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut avoir réglé le problème des branches, parce qu'il est vain dans les PME de négocier des accords, on ne voit pas comment elles le feront, donc ce sera aux branches de le négocier. Malheureusement, c'est impossible, parce que vous savez que nous avons une particularité gauloise, qui est le nombre de nos branches. Nous avons en France 750 branches, là où en Allemagne, il y en a 50. Il y en a des centaines qui ne sont pas vivantes, sauf que, malheureusement, est vivant le président et le bureau de la branche, qui donc s'y accrochent, si j'ose ainsi m'exprimer. Donc, il faut absolument, d'ailleurs, c'est l'intention qu'a exprimée Manuel Valls très bien l'autre jour, il faut trucider, je crois que c'est le mot, le maximum de branches. Depuis 20 ans, on dit discutez entre vous. Il y a encore eu une réunion au MEDEF il y a 15 jours, ils ont discuté entre eux. Si ça continue, il ne se passera rien. Donc, il faut qu'il y ait des textes qui disent, pour les branches qui n'ont pas d'activité, qui ont très peu d'activité, eh bien, elles disparaissent du paysage. Et à ce moment-là, on aura un cadre qui pourra être négocié. Vous avez évoqué quand même un point encore là-dessus. Pour négocier, et ça a été évoqué, il faut avoir des partenaires capables de négocier. Or, nous avons, et Jean-Denis Combrexel l'a très bien expliqué, un système dans lequel le patronat est ce qu'il est, et je le respecte, mais si on prend des exemples passés, il y a eu des lois, il y a eu une loi en 2004, en 2008, sur le temps de travail qui permettait aux entreprises de déroger aux règles du droit du travail. Combien de fois ces possibilités ont été utilisées? Une dizaine de fois, donc pratiquement pas. Bien. Vous avez évoqué le sujet du coût du travail, et il est bien entendu central. Alors, je ferai une remarque élémentaire. Pourquoi le coût du travail a longtemps augmenté? Parce que les dépenses sociales qu'il est censé financer n'ont cessé d'augmenter. Et nous voyons que ce phénomène s'aggrave depuis quelques années, car au sujet structurel, par exemple, les problèmes de structure d'âge pour les retraites, s'ajoute un nouveau sujet, c'est que la croissance est trop faible pour susciter des recettes qui permettent la soutenabilité à terme de notre régime des transferts sociaux. C'est le cœur du sujet. On a beau dire « baissons les charges, baissons les charges, baissons les charges », on en baissera très peu si on ne règle pas ce problème. Si la croissance continue à être durablement faible,
notre régime social ne sera pas soutenable dans la durée. Il ne l'est pas aujourd'hui, et dans cette hypothèse-là, il ne le sera pas demain. Sous les nouvelles formes de travail, vous l'avez évoqué, je pense qu'il ne faut pas créer des usines à gaz juridiques, mais que simplement, il faut veiller à ce que les règles d'une saine concurrence existent. J'ai dit saine concurrence existe. Qu'il faut que ces formes de travail participent aux efforts collectifs sociaux, budgétaires et financiers. Et il faut monter les systèmes. Et il y en a. On a parlé de l'auto-entrepreneur tout à l'heure. Il y en a un autre que je vous signale, qui est le portage salarial. C'est un système tout à fait magnifique, puisqu'il permet à des travailleurs indépendants d'être indépendants et en même temps d'avoir les avantages du salariat, et notamment la protection de l'assurance chômage. Le problème, c'est qu'il n'est pas connu, mais il existe. Non, n'inventons pas trop de nouvelles usines à gaz. Je vais en terminer là par 2 remarques ou 3 remarques. La première remarque, c'est que pour réformer le droit du travail ou tout autre sujet, l'État doit se réformer lui-même. J'ai été dans l'État à différentes époques de ma vie et j'ai constaté qu'il ne bouge pas alors que tout autour de lui bouge. Alors, 2 ou 3 exemples simplement. D'abord, nous avons une instabilité politique constante. Vous allez me dire, mais pas du tout, il y a le quinquennat. Erreur. 3 ministres de l'Éducation nationale en 3 ans, 3 ministres du Travail en 3 ans. Donc, un ministre arrive, il annonce la grande réforme qui va enfoncer son prédécesseur, il tient une conférence de presse, on dit celui-là, il est intelligent, et puis il s'en va, heureusement pour lui, avant d'avoir commencé à appliquer sa propre réforme. Donc, il faudrait, cher Christophe Barbier, demander que, quand il y a des ministres dans des grandes fonctions, ils doivent rester et assumer les responsabilités des réformes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les Français sont-ils ou non rétifs à la réforme? Vous avez une enquête qui est sortie avant-hier, faite par la Sofres, qui montre que les Français, sur le droit du travail, acceptent la réforme. Bien. Tout en reconnaissant, ce qui est remarquable, que ces réformes seront plus favorables aux entreprises qu'aux salariés eux-mêmes. Donc, on peut dire que les Français sont favorables à la réforme. Simplement, je demande un test supplémentaire, qui est de mettre un panel de Français dans une clairière, que de cette clairière partent 2 allées. Sur l'une, on met la pancarte « Direction réforme » et sur l'autre, on met la pancarte « Direction discours sur la réforme ». J'aimerais constater dans quelle direction ira mon panel. Enfin, dernier mot, ma conviction. Je crois qu'on peut réformer, qu'il y a 2 manières de réformer, le gothique et le roman. Soit construire d'énormes cathédrales qu'on met 1 siècle et demi à édifier. On aime bien ça, nous, parce que c'est intelligent, c'est cartésien, c'est beau, c'est esthétique. Ou bien les toutes petites chapelles romanes. Après, vous avez compris, entre lancer de grandes réformes intellectuelles et prendre un certain nombre de mesures concrètes, immédiates, je crois que c'est la seconde voie qu'il faut prendre. Donc, si le Congrès réuni élit Christophe Barbier et Christophe Catoire, dans l'ordre qu'ils voudront, comme président de la République et Premier ministre, et s'ils me prennent comme secrétaire, et s'ils me demandent mon avis, je leur dirai qu'il faut à la fois la négociation au plus près de l'entreprise, bien sûr, mais ça ne produira pas d'effet tout de suite, ça produira les effets lentement, et qu'il faudrait très vite, immédiatement, sur les quelques thèmes qu'on a vus tout à l'heure, prendre des mesures concrètes. J'insiste, l'adjectif. Je vous remercie. Merci beaucoup.